bénisse le tombeau. Et de ces enfants les conducteurs, toutes les faire monter de bateaux des clameurs à la gloire de notre tombeau et célébrer sa bonté. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette émission. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous recevons pour le compte de ce numéro une éminente personnalité, probablement l'une aux CV les plus fournis de notre pays. Il est évêque d'Atakpamé depuis mars 2009, président de la Commission nationale justice et paix, prêtre diplomate de profession. Il a longtemps travaillé à l'étranger dans les nonciatures avant de regagner le pays où il a été sollicité par le chef de l'État sur la base de ses grandes expériences politico-diplomatiques pour présider la CVJA dont il a conduit les travaux. Polyglotte, écrivain, chantre du gospel, bref un homme complet. J'ai l'honneur de recevoir pour cette émission Monseigneur Nicodème Bariga. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Merci d'avoir effectué le déplacement d'Atakpamé pour cette émission. C'est avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et comment vous vous portez-vous? Ça va. Oui, un peu de fatigue, mais ça va. D'accord. Et dites-moi, on vient de vous faire un modèle d'une compétition d'orthographe de maîtrise de langue. Quelle relation cela a suscité? Quelle réaction cela a suscité en vous lorsque vous avez été informé? En réalité, j'ai été un peu embarrassé, au-delà de la surprise, parce que je n'imaginais pas d'abord que des religieux pouvaient être associés à cette initiative. Et puis mon embarras aussi est lié au fait que nous sommes invités à être humbles, à l'humilité évangélique, alors que cette émission consiste à présenter quelqu'un comme un champion. Alors je trouvais que cela n'allait pas bien avec l'humilité évangélique. Et puis je me connais bien. Mais à la fin, finalement, ce qui m'a décidé à accepter, c'est le fait que les promoteurs m'ont expliqué qu'il ne s'agit pas en réalité de dire qu'il est parfait, celui qu'on présente comme un champion, mais qu'il a des aspects de sa vie qui peuvent inspirer d'autres. C'est donc en me basant sur cela que finalement j'ai fini par céder. En quoi est-ce que vous trouvez le projet pertinent? Le projet en lui-même, il est très pertinent. Vous savez, quand j'ai été informé de l'existence de ce projet, ça m'a rappelé quelque chose que disait le pape Paul VI. Qu'est-ce qu'il disait? Il a écrit ça dans un document que nous appelons Evangelii Nunciandi, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile. Il disait ceci: l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. C'est-à-dire, l'homme contemporain, l'homme de notre époque, ne veut pas seulement qu'on lui parle des grandes valeurs. Il veut qu'on lui présente des images. C'est-à-dire, des gens qui, à un certain moment, ont choisi de vivre ces valeurs. C'est beau de parler de la paix, de parler de l'amour, mais lorsqu'on voit par exemple une Madre Teresa, lorsqu'on entend parler de Martin Luther King, c'est autre chose. Donc j'ai situé cette émission un peu dans cette perspective où on propose à des jeunes des exemples de personnes qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont eu à incarner certaines valeurs. Et c'est en cela que cela m'a intéressé. Du coup, vous comprenez un peu ma réserve de voir que je suis associé à cela, et alors que je connais bien mes limites. Mais l'émission en elle-même, j'ai trouvé cela très pertinent. Et d'accord, merci beaucoup Monseigneur. Dites-moi, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le système éducatif togolais comparé au temps où vous étiez encore sur les bancs? Oh, vous savez, il y a beaucoup de différences. Lesquelles? Oui, lorsque nous étions sur les bancs, il s'agissait d'une éducation basée surtout sur certaines méthodes qui ne pourraient plus être utilisées aujourd'hui. Quand on était sur les bancs, cela me rappelait un peu ce que disaient les latins. Ils disent pueri ut naves atergo reguntur. C'est-à-dire? Les enfants sont comme des navires, on les conduit par derrière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à l'époque, on imaginait que c'est avec des méthodes fortes, comme le bâton, qu'on devait inculquer certaines valeurs. Il s'agissait d'une éducation qui avait comme finalité de former un homme complet. La morale, le civisme faisaient partie de cette éducation qui était inculquée
avec des méthodes, je le dis encore une fois, avec des méthodes fortes. Aujourd'hui, l'éducation se fait plutôt de manière dialoguée, parce qu'il y a d'autres valeurs qui ont émergé entre-temps et qui font que les méthodes utilisées naguère ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui. Alors, quel regard je porte sur l'éducation telle qu'elle se donne aujourd'hui? Il s'agit d'une éducation de qualité, bien sûr, avec d'autres méthodes, mais quelque part, je serais d'avis qu'on soit un peu plus exigeant par rapport, disons, à la jeunesse d'aujourd'hui. Vous voulez bien nous rappeler certaines de ces méthodes fortes que vous employez pour susciter en vous l'envie de réussir? Je n'ose pas dire le fouet et le bâton, mais c'était à l'ordre du jour. C'est-à-dire que ceux qui ont mon âge se rappellent encore les coups de fouet qu'on recevait quand on était en retard, par exemple, cours, ou bien quand on se permettait de faire certaines choses durant les leçons. Et il y avait aussi le signal, par exemple, on ne devait pas parler notre langue vernaculaire, on était obligé de s'exprimer en français. Et bon, c'est un peu ça que je résume par les méthodes un peu fortes, c'est-à-dire le bâton et puis les punitions qu'on nous infligeait à l'époque. Et on ne pouvait pas penser autrement parce que cela faisait partie même des méthodes éducatives de l'époque. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui ne seront plus acceptées parce que les choses ont beaucoup évolué. Et c'est vrai, l'éducation n'a pas besoin forcément du bâton parce qu'il s'agit d'une question de conviction. Quand on arrive à faire comprendre quelque chose à un enfant sans utiliser ces méthodes, je pense que c'est l'assimilation qui, en définitive, est essentielle. Mais justement, il ne faut pas seulement donner l'impression que tout est une question de jeu, d'amusement dans la vie. Il faut que les enfants acquièrent également cette notion de responsabilité et de sacrifice, d'effort à fournir. Et quand on était jeune, on pensait que c'est à travers le bâton que cela devait se faire. Aujourd'hui, si par d'autres méthodes, on parvient au même résultat, on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Et vous avez évoqué à l'instant que c'était les méthodes punitives ou pédagogiques d'alors. Mais je ne suis pas sans savoir que vous avez eu des méthodes qui ont été propres à vous. Vous avez forgé vous-même votre propre méthode, ce qui vous a permis de réussir. Vous voulez bien partager ces méthodes avec nous? Vous savez, quand j'étais enfant, mon papa m'avait enseigné une méthode pour étudier. Et une méthode que progressivement j'ai essayé de développer. Il s'agit fondamentalement de quoi? D'après mon papa, il faut assimiler les idées et apprendre à les exprimer. Ça semble très simple. Au fond, l'assimilation des idées consiste à faire des fiches. Aujourd'hui, on parle de plans. C'est-à-dire que quand j'avais une leçon à étudier, au lieu de faire un effort de retenir tout par cœur, comme on dit aujourd'hui, ou de bûcher, comme on disait jadis, j'essaie plutôt de voir un peu la structure de ce que j'ai à étudier. Et je fais le plan, je fais la fiche. Et comme en famille, on a appris à s'exprimer assez facilement, une fois que l'idée est assimilée, le reste n'est qu'une question de restitution. Et c'est cela que j'ai gardé tout au long de mes études. D'aucuns trouvaient que j'étais brillant, mais pour moi, c'est la méthode qui m'a aidé. C'est-à-dire qu'il faut faciliter les choses à la mémoire, il faut apprendre les concepts les plus importants et surtout avoir une certaine facilité pour s'exprimer. Une fois qu'on a ces deux éléments, je pense qu'on peut étudier avec beaucoup plus de facilité. Et puis, il faut également savoir les heures les plus favorables à ces études. Les miennes étaient au petit matin. Donc si j'étudie vers 5 heures du matin, ce que je fais en 1 heure, je ne peux même pas le réaliser en 3 heures après, pendant la journée. Et comme j'ai découvert cela, alors j'étudie assez tôt le matin et le reste de la journée, moi je me sens assez dégagé. Voilà, donc ce sont de petites méthodes qui servent et qui m'ont aidé, en ce qui me concerne, à pouvoir étudier avec un peu plus de facilité, excusez-moi. D'accord. Et vous êtes modèle des champions. Nous voudrons savoir comment comptez-vous exploiter ce titre pour susciter chez nous, les jeunes, l'envie de vous ressembler, monseigneur. Oh, vous savez.
Habituellement, quand on parle de Monseigneur, Oui. Monseigneur Barriga, les gens imaginent, bon, c'est le président de la CVJR, Oui. celui qui était le président de la CVJR, c'est un évêque, ou bien encore, bon, c'est un diplomate. Mais habituellement, on ne pense pas à Monseigneur Barriga comme quelqu'un qui a vécu comme tout adolescent, comme tout élève, quelqu'un qui s'est confronté aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les élèves, les étudiants. Bon, donc, je pense que quelque part, ce qu'il faudrait peut-être exploiter dans cette émission, c'est l'aspect de Monseigneur Barriga qui a précédé ce que je suis aujourd'hui. Comment Monseigneur Barriga a eu à faire face à certaines situations, comment il a essayé de les gérer et en quoi cela peut inspirer d'autres. Je ne dis pas qu'il s'agit de recettes à donner ou de modèles à proposer, mais d'expériences à partager pour que cela puisse inspirer d'autres. D'accord. Et que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui estiment que l'heure est plutôt à la promotion des sciences qu'à la promotion des langues? Il faut le reconnaître. Notre société actuelle est vraiment une société technologique. Donner un smartphone à un enfant, vous allez voir qu'avec une facilité incroyable, il va vous montrer toute l'utilisation, toutes les fonctionnalités de cet outil. Nous sommes dans un monde qui est axé sur la technologie. Et on a raison de dire en général qu'il faut une bonne préparation technologique pour pouvoir se situer sur le plan professionnel aujourd'hui. Mais cela doit-il se faire au détriment de la connaissance? Les matières littéraires ont cet avantage d'ouvrir un champ de connaissances que ne donnent pas forcément les matières technologiques. Récemment, je lisais dans la nouvelle encyclique publiée par le pape François sur l'écologie, c'est-à-dire cette terre qui est notre maison, Laudato Si. Qu'est-ce que le pape disait? Il disait que la sagesse ne s'obtient pas par une accumulation de données. La sagesse ne s'obtient pas par une accumulation de données qui risque à la fin de provoquer une certaine saturation et une certaine obnubilation. Mais tout cela peut finalement déclencher ce que le pape appelle une pollution mentale. C'est-à-dire quand on est saturé uniquement d'informations, il ne faut pas penser qu'on est devenu en même temps sage. Et le pape dit que la sagesse s'obtient par la réflexion, par le dialogue et par la découverte de l'autre. Je m'inscris un peu dans cette ligne-là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accumulation de données technologiques qui fait qu'on devient forcément un homme pleinement réussi. Peut-être au plan professionnel, on a des atouts pour pouvoir se situer, pour pouvoir se placer. Mais j'estime que maîtriser également des langues, s'ouvrir à la culture en général, cela forme l'homme dans sa dimension la plus complète. Et de ce point de vue-là, je crois que cette émission, ou la promotion de l'excellence par rapport à la connaissance littéraire, je pense qu'il s'agit d'une belle initiative également. Merci, Monseigneur. Eu égard de ce que vous aviez dit, si vous aimez la littérature? Ah oui, bien, beaucoup. Beaucoup. Vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup. Et cela a-t-il contribué à la réussite de votre vie? Oh, beaucoup, beaucoup. Vous savez, quand j'étais enfant, en classe de CM2, on avait passé des examens, il fallait donner les prix d'excellence. Et c'est à ce moment qu'on m'a donné un livre qui s'est imprimé dans ma mémoire, un livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Imaginez que c'est à cet âge-là que j'ai lu ce livre dont je retiens encore certains éléments, c'est-à-dire comment se faire des amis. Dale Carnegie donnait beaucoup de conseils par rapport à la manière dont il faut entrer en dialogue avec l'autre. Cela m'a marqué dès mon enfance. Et je me rappelle que j'étais encore très jeune, peut-être classe de 5e ou 4e, quand j'ai lu les 3 tomes de Victor Hugo, Les Misérables. Les Misérables. Ça m'a tellement passionné. Vous avez compris quelque chose là-dedans? Oh, mais le style n'était pas exceptionnel.
Non, il a la magie des mots. C'est-à-dire, il vous entraîne dans un monde que vous avez envie de découvrir avec des histoires qui Justement. s'enchaînent. Donc, j'ai lu ça avec beaucoup de passion. C'était 3 tomes que mon papa avait. Et bon, j'aime beaucoup la littérature. Et dès mon enfance, cela m'a beaucoup aidé dans mes études plus tard. Et d'accord. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours scolaire et universitaire? J'ai fait l'école primaire à Nikonakwe. Et puis après, je suis entré au petit séminaire d'Agonivé. Et par la suite, je suis allé à Ouida pour le grand séminaire où nous avons fait 6 ans. J'ai juste exercé une année à la cathédrale comme vicaire après mon ordination sacerdotale. Puis, Monseigneur Dossé, à l'époque, m'a envoyé à Abidjan pour faire une spécialisation en théologie dogmatique, ce que j'ai fait en 2 ans. Et suite à cela, je suis allé à Rome, toujours à la demande de Monseigneur Dossé, pour faire des études d'exégèse, ce que j'ai fait en 3 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai été identifié pour entrer à l'Académie pontificale, où j'ai fait des études de droit canonique, de droit diplomatique pour 4 ans. Et voilà un peu mon parcours scolaire et universitaire. Y a-t-il eu une histoire particulière qui vous a positivement ou négativement marqué que vous voudriez bien partager avec nous durant ce parcours? Durant ce parcours, il y a tellement de choses à évoquer. Oui, vous savez, partagez-les avec nous. Bon, je commencerai peut-être par... les choses négatives, pour qu'on les puisse choses négatives. aboutir au Voilà, positivisme. les choses négatives. Ce qui m'a marqué, c'était à l'école primaire. On parlait tantôt des méthodes assez fortes. Oui. J'étais peut-être en classe de C1, CE2 lorsqu'un jour, on a appris comme ça que l'un de nos petits camarades avait commis un larcin. Et son papa, qui était policier, c'est ça qu'on disait à l'époque, l'a tellement battu à la maison que l'enfant en est mort. Alors quand nous avons appris ça, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que l'enfant n'est plus revenu à l'école. Quand on a appris cela, ça nous a tellement marqué qu'on s'est demandé si des choses de ce genre pouvaient arriver. C'est vrai, et bon, commettre un larcin, ce n'était pas quelque chose à encourager. Mais jusque-là, cela m'avait beaucoup marqué quand j'étais à l'école primaire. Voilà pour les choses négatives. Pour les choses positives, bon, on a connu un moment très intéressant au petit séminaire. Il y a tellement de souvenirs qui montent à la mémoire. Il y a des amis qu'on s'est fait là-bas et on se cachait pour étudier. On allait jouer à midi. Et bon, voilà, il y a tellement de choses, des amitiés qui ont été nouées là-bas et qui m'ont positivement marqué. D'accord. On va à présent parler un peu de votre parcours professionnel. Vous avez été récemment en Côte d'Ivoire, en Israël, en Rwanda, en Salvador, tout ça là, des périodes difficiles. Comment est-ce que vous avez géré la situation et partagé ces moments avec nous? Je commencerai peut-être par le Rwanda parce que ça a été mon premier poste après ma formation diplomatique à l'Académie. Je débarque dans un pays qui vient de sortir du génocide. Vous pouvez imaginer le spectacle que l'on a devant les yeux. Un peuple qui se pose une question, comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Parfois, quand on pense au génocide, on imagine que c'est des peuples différents de nous. Pas du tout. C'est qu'à un moment de leur histoire, la manipulation a pris le dessus. Et les sentiments qui ont été longtemps refoulés sont revenus à la surface et ont transformé ce peuple de personnes très pacifiques en des personnes qui ont commencé à se poursuivre et à commettre l'hécatombe que nous connaissons. J'arrive donc au Rwanda. Et le souvenir le plus marquant que je garde de ce pays, il y en a tellement, mais le tout premier, c'est que j'étais à peine arrivé, il n'y avait pas longtemps, lorsque je reçois un fax d'un évêque qui écrit « SOS, on veut m'assassiner ». Le nonce n'était pas là, donc le chef de mission n'était pas là. J'ai cherché à parler avec l'archevêque de Kigali, il était absent. J'appelle le chauffeur et je lui dis, nous allons à Kikongoro. Il se met à rire, mon Seigneur, vous ne savez pas ce que vous demandez. Kikongoro, mais c'est interdit d'aller jusque-là. Il dit, mais je ne pouvais pas tout lui expliquer.
Mais à demi-mot, je lui ai fait comprendre qu'il y avait quelque chose de très urgent là-bas et qu'il fallait que j'aille à Kikongoro. J'ai fini par le convaincre. Nous sommes allés à Kikongoro. J'ai parlé avec l'évêque qui m'a expliqué un peu les contours de la menace qui planait sur lui. J'ai voulu le prendre à bord de la voiture. Il m'a dit, mais monseigneur, certainement que les gens savent que vous êtes venu. Et si je monte à bord de votre voiture, peut-être qu'on peut nous tirer là-dessus. On peut nous tirer dessus. Je préfère que vous rentrez. La mort dans l'âme, je suis rentré dans la voiture et j'ai regagné Kigali en me demandant ce qui pouvait se passer. Mais monseigneur Misago, tel est son nom, m'avait expliqué les contours de l'affaire. Il m'a donné le nom d'un officier qu'on devait rechercher pour lui faire part de cette menace qui planait sur lui. Donc, à mon retour, j'ai pu rencontrer finalement l'archevêque de Kigali, monseigneur Tadi, à qui j'ai fait part de la question. Et bon, il est entré en contact de cette personne. Et c'est ainsi que la chose a été évitée. Ça, c'est mon souvenir le plus émouvant du Rwanda. Prendre cette route en sachant que tout pouvait arriver en chemin. Salvador. C'est le pays où, en 1980, vous le savez, un évêque a été abattu pendant qu'il célébrait la messe. Monseigneur Oscar Romero, qui a été d'ailleurs béatifié le 23 mai dernier par le pape François. Il a été donc proposé comme un modèle de courage, un modèle de service de ses frères et sœurs. Monseigneur Romero était la voix des sans-voix. C'est-à-dire qu'il dénonçait tellement l'injustice qu'il est devenu gênant. Le nonce apostolique de l'époque l'a appelé pour le mettre en garde et lui demander une certaine réserve dans ses prises de position. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son carnet de notes, là où il notait ces choses les plus importantes. Et il a écrit son journal intime, voilà le mot que je cherchais. Oui. Et il a écrit dans son journal intime: lorsqu'on a donné sa vie à Dieu, on a donné aussi sa mort. On ne choisit pas le genre de mort par lequel on doit lui rendre grâce. On doit lui rendre gloire. Et il a refusé de partir. Il a refusé de changer de langage. Et c'est le lendemain d'une homélie qu'il venait de prononcer que pendant qu'il célébrait la messe, il a été abattu. Alors l'histoire m'est restée vraiment dans l'esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on prend certaines responsabilités, on ne peut plus, j'allais dire, reculer. C'est-à-dire, si vous vous engagez à défendre certaines catégories de personnes, votre vie doit passer au deuxième plan. Vous ne pouvez pas être là à discuter toujours par rapport à votre sécurité, à vos intérêts, à vous. Et c'est cela aussi la responsabilité des hommes religieux. Salvador. En Côte d'Ivoire, j'étais là et au moment de la crise. Je me suis demandé si il n'était pas possible de trouver une solution en tant qu'Africain, en s'asseyant, en regardant l'intérêt du pays. Mais j'avais l'impression que les partis en conflit étaient tellement extrémistes d'un côté comme de l'autre que ce qu'on craignait était arrivé. Est-ce que vraiment on ne pouvait pas s'asseoir pour dialoguer? C'est la question que je me suis posée tout le temps lors de mon séjour là-bas. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire sans parvenir à de grands résultats. Israël, deux peuples qui s'affrontent depuis des générations. Et là encore, c'est le radicalisme qui empêche de trouver une solution. Quand on me demande si la paix reviendra un jour sur la terre de Jésus, je réponds tout simplement que c'est lui qui le sait. Mais si on s'obstine à avoir une solution à sens unique, je crains que la paix ne revienne jamais. À un moment ou à un autre, il faut que des adversaires d'hier acceptent de s'asseoir et fassent des compromis. Quand on veut avoir raison, nécessairement contre l'autre, c'est-à-dire sans donner aucune possibilité même de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, le conflit peut perdurer autant que l'on veut. Alors, est-ce que la paix reviendra là-bas un jour? Nous prions pour cela. Mais tout cela m'a finalement convaincu d'une chose, c'est que les petites réalisations que l'on a à travers le dialogue
permettent d'avancer beaucoup plus sûrement que des conflits qui finalement n'engendrent aucun résultat concret. Donc la négociation est plutôt la bonne option au lieu d'arriver au pire selon vous. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours essayer de négocier, de dialoguer, surtout lorsque tous les deux, on a l'impression qu'on a raison. Oui. Alors, on ne peut pas tous avoir raison et exiger que ce soit seulement sa position qui soit maintenue. Je pense que le dialogue permet de réaliser ce que des années de conflit n'obtiennent jamais. Ok. On va revenir un peu sur votre parcours scolaire. Est-ce que vous avez connu le train de 10 heures? Le train de 10 heures, heureusement non. Pourquoi heureusement, monseigneur? Parce que beaucoup seraient montés à bord de ce train. Bon, si je comprends bien, le train de 10 heures, c'est cette dictée qui permet d'éliminer déjà les candidats et, bon, dès le début de l'examen ou des examens. Je dis heureusement non parce que, bon, c'est vrai qu'à notre époque, on faisait beaucoup d'efforts, au moins pour la maîtrise de la langue française. Mais bon, est-ce que c'était une bonne chose? Bon, peut-être à l'époque, cela incitait à mieux étudier le français, mais quelque part, je me dis que tout le monde n'a pas la même facilité pour cette langue-là et qu'il faut plutôt permettre de faire une évaluation globale de la personne plutôt que de la sanctionner dès le point de départ. Et bon, si aujourd'hui on devait ramener cette pratique, oh là là, il faudrait beaucoup de wagons à la locomotive parce que près de 90% des enfants seraient obligés d'arrêter leurs examens dès la première matière. Et monseigneur, il paraît que vous êtes polyglotte, c'est vrai? Je parle un peu certaines langues, si c'est cela être polyglotte. Bon, j'ai étudié l'anglais, que je parle un peu, et l'italien, c'est notre langue de travail. Enfin, c'était notre langue de travail. Comme je travaillais pour le Vatican, j'ai étudié pendant 7 bonnes années à Rome, et puis j'ai travaillé près d'une dizaine d'années encore pour le Vatican. Donc l'italien, je le connais assez bien. Et puis l'espagnol aussi, je le parle assez bien, puisque j'ai fait l'Amérique centrale. Bon, je l'avais étudié, puis je l'ai pratiqué là-bas. On avait étudié l'allemand, mais bon, qu'est-ce qu'il en reste encore? Il en reste beaucoup. Wie geht's? Wie geht's? Ja, gut. Und Ihnen? Ok, un peu sur les connaissances linguistiques là ont aidé à la réussite du parcours peut-être scolaire et puis professionnel de monseigneur. Beaucoup. Une langue est une porte ouverte sur une culture. Parce qu'habituellement, on parle d'une langue comme d'un véhicule pour exprimer les idées. Mais une langue transporte aussi toute une culture. Si vous étudiez l'anglais, par exemple, c'est des réalités anglaises que vous allez apprendre. Oui. Si vous étudiez l'allemand, c'est les réalités de l'Allemagne que vous allez apprendre. La même chose pour toutes les autres langues. Alors, étudier une langue, c'est s'ouvrir à un monde. Et l'effort que l'on fait d'abord pour assimiler une langue, ça aide après, lorsque on se retrouve devant certaines choses qu'il faut étudier également. Pour moi, les langues ont été d'abord un moyen d'entrer en contact avec avec mon nouveau milieu de vie. J'étais en Italie, il fallait apprendre l'italien. En Amérique centrale, il fallait apprendre l'espagnol. Ou bien mes travaux faisaient que je devais au moins m'exprimer un peu en anglais. Mais tout cela a servi à façonner l'être que je suis aujourd'hui. Et selon vous, que doit-on faire aujourd'hui pour rehausser le niveau du système éducatif togolais? Il faudrait beaucoup de choses. Et bon, vous permettrez que je sois un peu cynique. Allez-y, voilà. Crachez le morceau. La première chose, c'est que les éducateurs eux-mêmes aient un niveau beaucoup plus élevé. Parfois, quand on rencontre certains formateurs, on se demande comment, avec un niveau aussi bas, on peut espérer relever le niveau des élèves. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une remise à niveau de certains formateurs eux-mêmes. Ensuite, les outils pédagogiques également doivent faciliter
au niveau des apprenants, des élèves, des étudiants, les outils pédagogiques doivent être conçus de manière à être assez efficaces. Bon, je ne dis pas maintenant que cela ne l'est pas, mais quelque part, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur, comme jadis, dans l'éducation telle qu'elle est donnée aujourd'hui. Mais je souligne encore le fait que la première chose à faire, c'est que ceux qui donnent puissent avoir l'étoffe nécessaire pour pouvoir assumer cette responsabilité. Oui, parfois on a comme l'impression aujourd'hui qu'on va plus dans le domaine de l'enseignement parce qu'il n'y a pas de boulot, on veut juste en faire un tremplin, il n'y a plus la vocation d'enseigner. Oui, et malheureusement c'est un fait, ce que vous soulignez là, c'est un fait. Alors que l'enseignement n'est pas... Bon, évidemment c'est un boulot comme tant d'autres, mais c'est d'abord une vocation. C'est pas comme faire des chaussures, c'est une personne que l'on éduque. C'est l'avenir d'une nation que l'on prépare. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à donner suffisamment à ceux dont vous avez la charge, quel avenir vous préparez pour notre pays? Donc, il y a, vous avez tout à l'heure utilisé le mot même vocation. C'est-à-dire, il faut sentir cela comme une mission à laquelle on se dévoue, même si toutes les conditions de rémunération ne sont pas réunies. Parce qu'après tout, c'est l'avenir d'une nation que l'on prépare. Et bon, qu'on puisse s'engager dans l'enseignement, parce que faute de mieux, bon, cela se retrouve. Mais on doit plutôt essayer de lutter contre cette tendance à choisir l'enseignement parce que bon, il s'agit d'une situation au rabais. Non, pas du tout, ça ne devrait pas être le cas. Vous avez brossé à peu près la réponse à la question que je vais poser, mais je vais quand même la reposer. Si vous êtes donné aujourd'hui d'être ministre de l'Éducation, quelles seront les grandes décisions que vous aurez à prendre? Oh, la toute première, bon, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est la remise à niveau de ceux qui s'occupent de l'éducation. Remise à niveau à tous les échelons du système. Et comment ça peut se faire, je n'en sais rien, mais je suis convaincu qu'on ne donne que ce qu'on a en matière d'éducation. Ça s'impose davantage. Donc, ce serait la première chose à revoir. Ensuite, les outils pédagogiques, je ne les maîtrise pas maintenant pour dire s'ils conviennent ou pas, mais qu'ils soient vraiment pertinents et également que cette éducation soit donnée avec un peu plus de fermeté. Parce que, bon, c'est vrai, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus ouverts à tant de choses, ils sont sollicités par toute une gamme de choses que, bon, mais il y a un peu plus de fermeté. Voulez-vous un exemple? Je vais vous en donner. Lorsque, dans une salle de classe, on entend sonner 3, 4, 5 cellulaires, est-ce que vous pensez que ça peut aider à la concentration? Ils diront que nous sommes à l'heure des NTIC. C'est l'époque, on vit avec. Vous savez, il faut savoir discipliner les choses. C'est-à-dire, c'est pas quand on est dans une salle de classe, on est là pour un objectif précis, c'est pour étudier. C'est pas pour être en contact avec les autres. Il faut un minimum de sérieux pour pouvoir faire les choses les plus fondamentales dans la vie. C'est-à-dire, vous êtes en train d'étudier et qu'est-ce que vous faites avec votre cellulaire? En train d'envoyer des messages. Est-ce que c'est vraiment le moment? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut voir avec un peu plus de fermeté. Un enfant qui arrive à la maison et qui ne sait même pas distinguer les choses. Quand vous voulez étudier, étudiez. N'étudiez pas avec le cellulaire à côté. Bon, vous ne pourrez pas vous concentrer. Il faut un minimum de concentration pour faire les choses sérieuses. Si vous êtes tout le temps dissipé, comment voulez-vous vraiment travailler avec sérieux? Donc, ce sont ces choses-là que j'appelle la fermeté dans l'éducation. Sans cet effort que l'on s'impose soi-même, sans un peu de renoncement aux facilités, je doute qu'on puisse avoir une éducation vraiment de qualité. Doit-on remettre un peu en cause la responsabilité des parents par rapport au suivi des enfants? Elle est totalement engagée. Oui. Ils sont les premiers qui suivent les enfants, qui leur achètent les cellulaires. Bon, évidemment, les jeunes aujourd'hui se procurent les cellulaires par d'autres voies également. Mais les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et s'ils manquent à ce devoir-là, ce sera difficile après de pouvoir trouver d'autres qui suppléent. C'est les parents qui doivent avoir cette fermeté vis-à-vis de leurs enfants.
En réalité, ce n'est pas si difficile que ça. Prévoir qu'il y ait des heures d'études et avoir la rigueur nécessaire. Bon, si votre enfant est en train d'étudier, disons, pendant 30 minutes, au moins qu'il se consacre à ses études pendant 30 minutes. On ne peut pas être tout le temps dissipé et assimilé. Non. La sagesse, en reprenant ce que dit le pape François, se fait aussi en des temps de silence, de concentration. Et voilà. S'il n'y a pas cet effort-là, je doute qu'on puisse arriver à quelque chose de vraiment sérieux. Et y a-t-il des noms de ministres, d'enseignants, d'inspecteurs et autres qui vous ont particulièrement marqué durant votre parcours, dont vous avez toujours les souvenirs? De ministres, tout ça, bon, je ne sais pas. Moi, j'en suis plutôt à ceux que j'ai connus de près, vous savez. Oui, allez-y. Si voilà, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, il y avait, Monseigneur, je dis Monseigneur, Maître Jean-Marie, qui pour nous incarnait la sévérité. Mais on l'aimait bien, parce qu'on sentait que, avec un maître comme celui-là, le succès était presque garanti. Il était maître au CM2. Bon, on l'aimait beaucoup, mais il n'était pas tendre. Qu'est-ce qui faisait sa particularité, Monseigneur? La rigueur, la fermeté, mais en même temps une certaine douceur. C'est quelqu'un qui savait intéresser sa classe au cours qu'il faisait, mais qui était d'une sévérité, d'une très grande sévérité. Mais on l'aimait beaucoup parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Voilà pour l'école primaire. J'ai gardé également de mes études à Rome un souvenir très édifiant de l'un de nos professeurs. Il s'appelait Giuseppe Dalla Torre. Il nous enseignait un peu le droit constitutionnel, sur le droit comparé. Mais quand il arrivait en classe, il n'avait aucun papier. Mais il savait bien le cours qu'il devait dispenser. Mais on le regardait, mais on prenait un autre, bien sûr, mais avec une telle admiration, parce qu'il avait une telle facilité. De maîtrise de sa matière. Tout à fait. Alors, finalement, je l'ai supplié d'être le directeur de ma thèse, et il a accepté volontiers. Non, quand vous avez des références de cette nature, vous avez envie, vous aussi, d'exceller. C'est-à-dire de ressembler à des gens comme ceux-là qui ont une telle maîtrise de ce qu'ils veulent communiquer. Oui, Dalla Torre n'avait besoin d'aucun papier. Mais il ne se répétait pas et les cours avaient une telle logique que on se demandait quand il s'exprimait, on croyait qu'il était en train de lire un livre, mais il m'a marqué, le professeur Dalla Torre. D'accord. Et c'est fini pour... Oh oui, il y en a tant d'autres. Si je me mets à les évoquer, peut-être que nous ne pourrons pas continuer l'émission. Ok. Parlez-nous à présent un peu de votre carrière de prêtre. J'ai commencé, comme je l'ai dit, à la cathédrale de Lomé comme vicaire de vicaire, parce qu'on était deux vicaires. Et après, je suis allé faire des études à Abidjan, à Rome, et je suis entré en diplomatie. Donc, ma carrière de prêtre a été surtout une carrière d'études, puisque après une année de pastoral, j'ai repris les études pratiquement pendant 9 ans. Avant d'entrer dans le service diplomatique, je suis revenu comme évêque maintenant d'Atakwame. Voilà brièvement mon parcours de prêtre. Il n'a pas été très long sur le terrain pastoral, mais peut-être qu'on estimait que je n'étais pas suffisamment formé en prêtre pour des formations qui se sont suivies pendant de longues années. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir prêtre? Autrement dit, ça a été quoi le déclic? Et depuis quand vous avez eu ces déclics-là? Ma vocation remonte très loin. Il paraît que quand j'étais déjà enfant, je jouais au prêtre. Il y en a qui jouent aux médecins ou aux policiers. Il paraît que moi je jouais au prêtre, que je me cachais, que je faisais mes messes à moi avec des biscuits. Mais ça, c'est des désirs d'enfant. Je ne me rappelle même plus très bien cette période-là. Mais ce qui, par contre, ne peut jamais me sortir de la tête, c'est le moment où j'ai décidé d'entrer au petit séminaire.
j'étais en vacances à Tapamé. Et un malheur était arrivé. C'était un garçon qui avait été foudroyé, qui était dans On parle souvent des dieux de tonnerre dans notre bon, patois. voilà, dans mon imagination d'enfant. Et cela m'a fait un tel effet. Et j'ai demandé à savoir ce qui s'était passé. Et on m'a dit ce sont ses camarades qui, par jalousie, seraient allés le vendre. J'ai dit, ah bon, ça existe? Donc, parce qu'il était le premier de sa classe, c'est pourquoi? Il dit oui. Il dit, ah, si c'est ainsi, moi je ne veux plus aller à l'école. Parce que j'aimais bien travailler. Et bon, j'en étais à ruminer cette idée parce que j'étais au CM2. Lorsque le père Clairlin, un missionnaire de l'époque, était venu un jour en classe et il demande, mais qui veut aller au séminaire? Il dit, mais c'est quoi le séminaire? Il dit, mais c'est là où on apprend à devenir prêtre. Je dis, ah bon, c'est là où je vais aller. Parce que bon, là, au moins, je sais que les camarades ne vont pas comploter, avoir ces idées noires sur les autres. C'est ça qui m'a fait entrer au séminaire. Et on pourrait dire aujourd'hui que c'est peut-être un désir de sécurité. Mais, au fur et à mesure, on découvre. Mon papa ne voulait pas du tout que je devienne prêtre, il voulait que je devienne médecin. Il a tout fait pour me décourager. Le parcours n'a pas été aisé. Mais à la fin, qu'est-ce qui m'a décidé? Parce que c'est ça le plus important. Je devais être entre la classe de seconde et la classe de terminale lorsque la décision même a été prise. C'est-à-dire, j'ai considéré qu'un homme de Dieu, comme qu'un prêtre, c'est celui-là qui, par amour de Dieu, se sacrifie pour les autres. C'est celui-là qui prend sur lui de parler de Dieu aux autres et de les aider à découvrir également Dieu et à mener une vie qui soit conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est à ce moment-là, entre la seconde et la terminale, que j'ai décidé réellement de devenir prêtre. Bon, voilà un peu ma vocation. Il n'y a pas eu d'événement particulier, d'apparition quelque part. Non, c'est quelque chose qui a mûri avec les années et qui m'a demandé beaucoup de discernement, de réflexion. Et la décision a été prise surtout après le bac, lorsque j'ai opté pour le séminaire. Ensuite, titre, on va sur un élément. Et je dirais qu'il n'est pas aisé de parler, surtout à l'écran, d'un homme discret. Et si tu suis cet homme, veut se faire toujours discret, bien que cela ne puisse pas l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux parler de Monseigneur Nicodème Bariga, qui est l'évêque d'Atapamé. En fait, il ne serait pas juste aussi de taire ce que Dieu a fait de merveilleux dans l'homme. Depuis qu'il était séminariste, je le connaissais depuis qu'il était séminariste, jusqu'à l'heure où il est évêque d'Atapamé. Alors donc je vais essayer de dire avec la grâce du Saint-Esprit ce que je peux dire de lui, qui certainement n'est pas exhaustif, ou ne serait pas exhaustif. Je disais tout à l'heure que je l'ai connu séminariste, prêtre et puis ensuite évêque. C'est une grande grâce de connaître cet homme plein d'humanité, d'une humanité qu'on qualifierait de divine. Cet homme d'une intelligence extraordinaire, raffiné et d'une détermination qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que l'homme lui-même, depuis que je l'ai connu séminariste, prêtre et puis évêque, il est demeuré égal dans sa simplicité. Malgré toutes les bonnes qualités qu'on lui reconnaît. Le sacerdoce, l'épiscopat n'ont rien changé donc à cette simplicité-là. Et puis je dirais que Monseigneur, il aime profondément l'homme, l'homme avec grand H, tout ce qui est être humain. Il aime et respecte l'homme. Monseigneur Bariga est un personnage très rigoureux. Il est vraiment rigoureux dans le travail.
Et c'est l'aspect qui me plaît chez lui. Parce qu'il n'est pas complaisant. Il sait conduire les hommes. Si nous avons réussi notre mission, c'est grâce à sa personnalité. Et il fait l'unanimité en quelque sorte, si vous voulez. Parce que avec les membres, bon, on n'a jamais eu de problème avec lui en tout cas. Et je sais que pour la petite expérience que j'ai d'être à la tête de quelque chose, je sais que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut ménager tout le monde et il a ce don d'être bien avec tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de rare de nos jours. La seule fois où moi je l'ai vu un peu, enfin, quand il n'était pas dans son plat, c'est le jour où il a été invité à rencontrer, je crois, le ministre de l'Intérieur d'Atan, et il devait aller au César. On lui avait dit qu'il se passait quelque chose là-bas. Et donc il y a eu une confusion. Il a cru que c'était l'équipe qu'il dirigeait avant d'être nommé à la CVJR et qui avait participé aussi aux élections. Donc comme on parlait d'élections, de compilation de notes, etc., il a cru que c'était ça. Je sais que Monseigneur Bariga, de son vrai nom, il s'appelle Nicodème Anani Bariga Bénissant. Je sais que c'est lui le 4e évêque d'Atapamé. Il a été ordonné le 9 mars 2008 par son éminence le cardinal Peter Apia Turkson, archevêque de Cape Coast, Ghana. Et je sais qu'il a été ordonné prêtre aussi le 8 août 1987 par Monseigneur Robert Tonui Dossé Agnon en la cathédrale Sainte-Trinité d'Atapamé. Ici, nous avons à observer une heureuse coïncidence puisqu'il a été ordonné prêtre à Atapamé en 1987 et il s'est trouvé qu'en 2008, on le nomme évêque d'Atapamé. Vous voyez avec moi que c'est une heureuse coïncidence. En dehors de cela, ce que nous savons de lui, c'est qu'il a étudié à Rome, à l'université qu'on appelle Publicum, et il a fait les études d'exégèse. En dehors de cela, il a étudié le droit canon à l'université urbanienne, toujours à Rome, et plus loin, il a étudié la diplomatie à l'Académie pontificale à Rome. C'est ce qui lui confère aujourd'hui la possibilité de travailler dans les nonciatures. Donc il a servi dans plusieurs nonciatures. Par exemple, les nonciatures apostoliques au Rwanda, au Salvador, c'est-à-dire en Amérique du Sud, et en Côte d'Ivoire. Son dernier poste, c'était en Israël, où il a servi de 1997 à 2008. Bon, la dernière fonction que nous lui connaissons, que nous l'avons suivi ici, au Togo, plus précisément à Lomé, c'est quand il était président de la CVJR, Commission de vérité, justice et réconciliation. C'était au séminaire, au grand séminaire, dans les années 80, à Ouida, qu'on a fait ensemble. Mais on était de la même paroisse à Tokouin-Lomé, Saint-Mathilde de l'Ouganda. On a cheminé ensemble pendant tout le temps du grand séminaire. Je connais bien ses parents, son père, sa mère, ses frères, à Tokouin là-bas. Humainement parlant, c'est un garçon très dévoué, très doué, un garçon très brillant intellectuellement. Dans les relations, il est assez ouvert, un garçon très ouvert, très droit d'ailleurs, et puis des pensées assez claires, quoi. Quand il parle, c'est très net,
même ses travaux, ses interventions. Il a beaucoup de cordes à son arc en fait. Il a beaucoup de talent. Il est très talentueux. Il animait les groupes de jeunes, des enfants, les chorales, tout ça, il était bien quoi. On sentait qu'il avait beaucoup de talent, beaucoup de choses à donner. L'extraordinaire chez lui, c'est d'abord la clarté de sa pensée et la simplicité de sa vie, malgré tout ce qu'on le reconnaît de grand, de beau. Il reste un homme très sobre, très simple. Il a beaucoup de talent, c'est cela qui frappe les gens. Son intelligence assez vive. Il a une intelligence assez vive et puis il perçoit bien les choses très vite. Il sait bien dire les choses aussi. Il les sent bien, il les dit très bien. C'est ça qui frappe. Ce qui m'a frappé ces derniers temps, ce sont ses interventions à la CBJR. De toute façon, on sentait qu'il y a beaucoup de questions pièges. Ce sont là où j'ai vu les exemples assez frappants encore. Parce que c'était une mission assez délicate. Les questions et les réponses qu'on lui a envoyées, telles qu'il les accueillait, ces réponses, ça dénotait une grande prudence chez la personne, quoi. Une grande intelligence très vive qui perçoit vite les écueils et sait remettre les choses en place. Un petit commentaire là-dessus. Oh, vous savez, les témoignages sont toujours plus beaux que la réalité. Ils ont touché des aspects de ma personne qui les ont frappés, ces aspects. Et bon, il y en a tant d'autres qu'ils n'ont pas évoqués et qui sont moins brillants que ceux qu'ils ont présentés. Je les remercie pour leur estime, pour leur amitié. Et se voir à travers le regard d'un autre, bon, ça donne une autre perception de soi-même que j'essaierai d'intégrer. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit, je vais considérer cela plutôt comme un objectif à atteindre. Voilà. Toujours sobre, comme ils viennent de le dire. Monseigneur, comment devient-on évêque? Ouf. Autant je peux dire comment devient-on prêtre, autant il m'est difficile de dire comment on devient évêque. On est surpris d'être nommé évêque. Vous voyez, dans chaque pays ou dans chaque conférence régionale, parce que dans certains pays, il y a plusieurs conférences provinciales. Ici, au Togo, comme le pays est tout petit, nous avons une seule conférence épiscopale. Il y a une liste de candidats qui est dressée par les évêques et qui est confiée au nonce apostolique. Alors, lorsque le besoin se crée, le nonce prend la liste, il choisit 3 candidats et il fait des enquêtes sur ces candidats en consultant ceux qui connaissent ces 3 prêtres. Et après, il transmet ses résultats à Rome et c'est le pape qui nomme. Donc, il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne pour cela. Et l'évêque, souvent, puisqu'il n'est pas consulté lui-même, il est surpris par la nomination qui lui parvient. Et voilà un peu comment on devient évêque. Et qu'en est-il d'un cardinal? Oh, c'est encore plus difficile. Parce que le cardinal, c'est un évêque en général. Ça peut même être un prêtre ou même un laïc, ça peut arriver. Mais de plus en plus, c'est souvent au moins des prêtres. C'est le pape qui décide de créer des cardinaux. C'est-à-dire dans sa liberté souveraine, il choisit des prêtres ou bien des évêques à qui il confie cette charge-là. Ce sont pratiquement ses collaborateurs immédiats. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Bon, voilà. Pourquoi dans certains pays, on a des cardinaux et pas dans d'autres? Justement, j'allais en venir. Au Togo, il n'y en a pas. Pourquoi? Oh, mais il faut d'abord reconnaître que ce n'est pas un droit de tous les pays d'avoir des cardinaux. Parce que il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de cardinaux. Je sais qu'à l'époque, quand on était beaucoup plus jeune, on souhaitait de toute notre force que Monseigneur Dosset devienne cardinal. Bon, on sentait un peu que ça devait être une fierté pour notre pays également qu'il devienne cardinal, mais ça n'a pas été le cas. Vous savez, c'est des choses qui sont de la décision libre et souveraine du Saint-Père. Donc il ne faut pas se mettre dans l'esprit qu'il faut qu'il y ait un cardinal nécessairement au Togo. Nous vous le souhaitons vivement, vous le souhaitons. Oui.
Et dites-moi, votre passage à la tête de la CVJR vous a permis certainement de mieux appréhender la psychologie du Togolais en particulier, de l'homme en général. Et dites-nous aujourd'hui, sans détour, quelle leçon vous avez tirée de la nature profonde de l'homme? Du Togolais en particulier. Oui, du Togolais en particulier. Qu'est-ce que je pense du Togolais en général? Le Togolais est un homme bon, aimable, poli, respectueux, travailleur. Mais le Togolais a un grand défaut. Lequel? La méfiance. Je ne sais pas comment cela puisse s'ancrer si profondément dans l'esprit des Togolais, mais la méfiance est un peu partout. Lorsque j'ai travaillé dans la CVJR, j'ai été confronté souvent à cette méfiance-là. Le fait même d'avoir été créé par décret présidentiel a jeté sur la CVJR un grand soupçon. Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir suffisamment d'autonomie et d'indépendance? S'il n'y avait pas cette méfiance dont je parle, on aurait accordé au moins à la CVJR le bénéfice du doute. Ce n'était pas le cas au départ. Et tout au long de notre parcours, il fallait beaucoup de doigté, beaucoup de tact pour pouvoir concilier des positions qui parfois étaient opposées, tout simplement à cause de la méfiance. On a parlé de certains dialogues que nous avons eus, des dialogues qu'ils pouvaient faire entre eux, hein. Les acteurs politiques pouvaient faire ces dialogues entre eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas? À cause de la méfiance. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui leur inspire confiance, et tous les deux font confiance à cette troisième personne. Bon, je dirais que le Togolais peut faire beaucoup de choses s'il réussissait à surmonter cette méfiance. Évidemment, la confiance aussi se mérite. Parce que si vous faites confiance à quelqu'un qui vous déçoit tant de fois, il vous sera difficile de renouveler votre confiance. Alors, de grâce, je demande surtout à la classe politique de faire preuve de confiance et de savoir mériter la confiance. Et vous êtes un homme à plusieurs cordes, vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on le dit. Vous êtes aussi artiste, quand je veux prendre le côté culturel. Dites-nous comment vous viennent vos inspirations. Je les considère comme des dons de Dieu, parce que je suis croyant. D'aucuns diraient que j'ai des rêves créatifs, puisqu'il y a plusieurs catégories de rêves. Les rêves concomitants, les rêves éveillés, prémonitoires, ainsi de suite. Bon, d'aucuns diraient que j'ai des rêves créatifs, parce que souvent, c'est au petit matin que j'ai mes inspirations. Quand je me lève du lit, je fais une petite prière et je fais une petite méditation. Et souvent, à ce moment-là, j'ai des inspirations. Et je les enregistre en même temps pour ne pas les perdre. Des fois même, il arrive que c'est pendant la nuit que j'ai ces inspirations. Curieux. Et vous vous réveillez pour les noter ou comment vous faites? Je me réveille. Je m'assois un peu. Parce que dans la précipitation, si vous vous levez en même temps et que vous ne prenez pas un peu de temps de concentration, vous perdez tout. Il m'est arrivé au moins 2 fois d'avoir l'impression de me retrouver dans un grand cœur. Expliquez ça comme vous voulez. À 2 reprises, ça m'est arrivé 2 fois. C'est comme si j'assistais à... Faut-il appeler un concert? Je ne sais pas trop comment. Et quand je me suis réveillé, je n'ai pas voulu vite ouvrir les yeux. J'ai essayé de répéter un peu les chants qu'on exécutait. Et après, je me suis assis pour retrouver un peu ces chants. Bon, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu, mais c'est-à-dire, la beauté de ces chants dépasse infiniment ce que j'ai pu retrouver. Mais voilà, moi je considère cela comme des inspirations. Et je ne sais pas trop comment expliquer cela. Bon. Mais souvent, c'est au petit matin que j'ai ces inspirations, ou bien parfois pendant la nuit. Je les considère comme des dons de Dieu. Ok, nous tendons presque à la fin de cette émission. Je vais vous demander de faire un petit a cappella des chansons qui nous inspirent tant et qui nous donnent toujours de l'énergie pour toujours vous ressembler. Mon Dieu. Il y a un chant que j'aime beaucoup parce qu'il est l'expression de ce que je veux être, c'est-à-dire annoncer l'évangile par ma vie.
par ma vie et mes paroles, par mes œuvres et mon témoignage, par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. C'est le résumé de ma vie. Avec une voix toujours mielleuse. Je vous en prie. Oui, et rapidement, votre mot de fin à l'endroit des organisateurs de cet événement, des mécènes, le gouvernement pour le soutien, qu'est-ce que ce sera? Oui. Les organisateurs savent combien j'ai été réticent. Il a fallu toute leur insistance pour pouvoir briser ma résistance, finalement. Et il faut quand même que je les remercie d'avoir été si persévérants. Au fond, l'initiative qu'ils sont en train de promouvoir est une belle initiative. Je le disais au départ qu'on imite beaucoup plus facilement les témoins que les maîtres. Celui qui se contente de répéter des choses qu'il ne fait pas lui-même ne peut pas avoir de gens qui le suivent. L'éducation doit se faire un peu par attraction. Et cette initiative donc de proposer des gens dont la vie peut inspirer d'autres jeunes, je trouve que c'est une bonne démarche. Et non pas parce qu'ils m'ont invité, non, mais je trouve qu'on parle davantage par l'exemple que par les mots. Alors je les encourage à poursuivre cette initiative et également j'invite les partenaires, le gouvernement et la communauté internationale à adhérer à cette belle initiative pour la promouvoir. Parce que quand vous offrez à des jeunes des exemples à imiter, vous leur proposez un chemin qu'ils peuvent facilement emprunter. Et je pense que en donnant aux promoteurs, aux organisateurs de cette initiative toutes les chances de réaliser leur objectif, quelque part, on sert également la cause de notre nation. Quand on construit un homme, on bâtit nécessairement la société à laquelle il appartient. Et donc c'est un mot d'encouragement que j'adresse aux organisateurs et également une exhortation que je me permets également d'adresser et à tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la réussite de cette initiative. Merci beaucoup, Monseigneur Nicodème Anani et Bénissant Bariga, évêque d'Atakpamé. Nous vous souhaitons un très bon retour à Atakpamé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'était un grand plaisir de rester à votre compagnie, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. Éternel, bénisse le